Davina, merci pour être ici avec nous. C'est vraiment un honneur, un plaisir et une joie de t'avoir avec nous ici sur le sommet Guérir l'arbre de famille. Nous savons que tu es à quelques kilomètres, quelques heures d'ici. Est-ce que tu veux nous dire là où tu es en ce moment? Oui, tout à fait. Merci Sophie de m'avoir invitée. Je suis actuellement en Amazonie, au Pérou, donc très loin. Ah oui, vraiment, directement à la source de la sagesse. Davina, je peux dire quelque chose un petit peu plus à propos de toi et je peux aussi dire comment nous nous sommes rencontrés. Parce que nous nous sommes rencontrés en 2015. C'était un merveilleux voyage qui a changé ma vie. J'étais avec d'autres personnes dans la thérapie et nous avons eu une expérience chamanique très intense avec notamment nos esprits. Et je voudrais dire que notre lien commun, c'est ce livre. En français, c'est Découvrez le pouvoir de vos rêves. Donc, il a été traduit en français. Et il a été offert par un très bon ami à moi qui est aussi sur le sommet, qui s'appelle Thomas. Et c'était mon premier lien avec toi. Et je suis tellement reconnaissante pour cela. Ça montre le niveau de confiance dans les esprits et que tu viendrais jusqu'au Brésil. Oui, bien sûr, nous avons quand même parlé une première fois avant que je vienne vous rejoindre. Et je me suis dit, waouh, quelle personne, quelle expérience. C'est toujours bien. Davina, je vais dire quelques mots à propos de toi. Je sais que les gens vont vouloir connecter avec toi. Alors, c'est bien sûr une session qui est préenregistrée parce que tu es actuellement dans la forêt et nous sommes heureux que tu puisses avoir du Wi-Fi pour être avec nous aujourd'hui. Tu es une experte en Feng Shui et tu as aussi une pratique en tant que chaman. Et on pourra connaître un petit peu plus. Tu as fait beaucoup d'apparences à la télévision et tu es notamment connue avec Hay House pour un livre notamment sur le Feng Shui Made Easy. Et les gens pourront le retrouver sur le site web. Et ça fait maintenant 30 ans que tu pratiques le chamanisme du Pérou. Et tu as eu la chance de rencontrer des professeurs très connus le long de la journée d'apprentissage. Et maintenant, tu es en forêt amazonienne pour sauver une partie de cet endroit. Oui, c'est ça. Si j'arrive à survivre cette expérience, ça sera ça. Comment est-ce que c'est venu à toi de quitter ton endroit en Angleterre pour aller jusqu'au Pérou en Amazonie? Je crois que c'est le pouvoir de faire confiance aux esprits. J'ai toujours aimé la montagne et ma passion, c'est là où je t'ai rencontré aux Andes, au Pérou. Et là, c'est là où j'ai fait la plupart de ma formation. J'aime pas trop le jungle, en fait. Il y a trop d'insectes, des choses qui peuvent me manger. Par contre, pourtant, je dis jamais, on ne dit pas non à l'univers. Donc, j'avais cette formation chamanique, une formation pour une assistante, en fait, pendant la formation, m'a dit, il y a un terrain à vendre. Donc, moi, je lui dis, mais c'est pas le moment de m'en parler. J'étais en train de gérer 20 personnes. Je pouvais pas, je dois me concentrer ça. Laisse-moi tranquille pour l'instant. Mais elle a été assez persistante et elle a organisé un appel par Skype avec un associé et en fait en passant devant la pièce j'ai vu l'appel Skype et je me dis je reconnais cette voix. Oscar, c'est toi? Et en fait c'était un terrain
à cet ami, quelqu'un que j'ai connu il y a 20 ans. Donc, je me suis dit, c'est pas n'importe quel terrain. Et là, je me suis dit, j'y fonce. Et même si on a pu acheter le terrain, on a envoyé un seul courriel à nos élèves et on a pu monter les fonds. Donc, je crois que c'était écrit, c'était notre destin. Donc, pendant 3 ans, j'ai résisté d'y aller. J'avais pas vraiment l'intention de venir vivre ici, mais la dernière fois, l'année avant cette année, j'ai eu une expérience très profonde. Puma, mon chaman en montagne, il était là avec moi et j'ai eu cette sensation d'être chez moi. J'étais sur un tapis dans une cabane en bois dans l'Amazonie, mais je me sentais tellement bien, tellement chez moi. J'étais en connexion. C'était comme si j'étais dans un hôtel 5 étoiles, mais j'étais tellement bien. Mais j'étais là, il y avait une sorte de douceur et les esprits m'ont dit, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes ici. Et donc voilà, c'est ma première mission ici, parce que la Wi-Fi, ça marche pas très bien, mais à ce moment-là, j'ai tout laissé en Angleterre, j'ai vendu tout et j'ai déménagé ici. Malheureusement, il y a eu Covid, donc là, c'est pas évident à gérer. Donc les choses ont été un peu plus difficiles, un peu différentes. On voulait faire des retraites, avoir des touristes. On a passé beaucoup de temps cette année en fait à planter des plantes médicinales, de faire plus de clairières pour faire plus de plantations. C'est vraiment une histoire extraordinaire. Et tu es vraiment quelqu'un de très courageux. Soit ça, soit folle. Parfois, il faut un petit grain de folie pour laisser émerger la vision qu'on peut avoir. Voilà. Est-ce que peut-être c'est de l'audace? Disons que c'est peut-être l'audacity qu'on a besoin pour pouvoir naître nos visions. Oui, tout à fait, j'adore cette mot. On l'utilise en anglais, c'est un petit peu de panache. C'est plus un mot français avec le oulala français. Oui, mais c'est vraiment toi en même temps. Et merci, Davina. Parce que ça nous permet de voir qu'il y a tellement de manières de voir une situation et qu'on a cette possibilité de voir qu'en ce moment, malgré la situation, avec des situations géopolitiques très spécifiques, et en même temps, nous avons la possibilité de se souvenir de notre vision. Et aussi, nous avons besoin de rester en lien avec notre vision, quelles que soient les circonstances, notamment quand ça vient vraiment de l'intérieur de nous. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Tu es une femme tellement spéciale et quand tu es en Angleterre et quand tu es au Pérou, tu es tellement adaptée et adaptable. Alors vraiment, bravo. Merci beaucoup. Alors, Davina, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est qu'aujourd'hui, où nous nous rencontrons, le 5 février, c'est le jour de célébration du Feng Shui. Et qui est aujourd'hui notre sujet. Alors j'ai pris ça comme un joli signe qui nous permettait d'avoir cette conversation aujourd'hui et d'amener quelques informations pour que les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Et je voulais te poser cette question. Est-ce qu'il y a un endroit spécial, une situation spéciale ou un événement spécifique qui t'a mené à apprendre le Feng Shui? Ça, c'est une question intéressante. Si je réfléchis, j'ai toujours eu une sorte de compréhension de comment
Nous, chez nous, quand on déménage, si on pense, il y a des endroits où on a tout de suite on aime. Et moi, depuis tout petit, j'ai toujours vu des esprits, senti des fantômes, mais j'avais pas de langage pour ceci. Chamanisme, j'avais jamais entendu parler de ça. Maintenant, on le voit partout, mais dans mon enfance, ça n'existait pas. Donc pour moi, les esprits m'ont emmené à tout ce que je fais maintenant. Je me sens chanceuse. J'étais poussée, mon éducation était très normale, entre guillemets. Je voulais peut-être devenir avocat, comptable, médecin, quelque chose de normal. Et en fait, je me sens chanceuse que j'ai trouvé des esprits, que j'ai toujours eu j'ai toujours senti que notre environnement, notre chez nous, ça joue sur notre bien-être. Et en fait, une très bonne amie m'a envoyé le livre de Karen Kingston, Feng Shui et l'espace sacré. C'était son premier livre sur le sujet. Il y a des années, je pense dans les années 80-90. Et ce livre, pour moi, c'était c'est ça. C'est ce que j'ai toujours su, ce que j'ai toujours senti. Et c'est depuis là que j'ai commencé à me former. Et le Feng Shui, école internationale où je me suis formée, il y avait pas vraiment des écoles à cette époque. Cette femme, elle a créé l'organisation et elle a fait venir des experts dans plusieurs sujets de partout dans le monde pour mettre ensemble cette formation pour quelque chose qui n'existait pas vraiment. J'ai aussi travaillé à Hong Kong, en Chine, et là, on a eu des gens qui sont venus dans les bureaux. C'était vraiment des experts, des maîtres. En Chine, c'est vraiment des experts. Donc, ils n'étaient pas très motivés de donner leur secret à une jeune femme blanche. Mais j'étais très reconnaissante à cette école parce qu'ils m'ont donné une formation très éclectique. Mais en même temps, si on regarde le Feng Shui, si on a 6 architectes chez toi, on peut avoir 6 experts Feng Shui. Tout le monde donne des petits parfums différents. On peut tous avoir raison, ils peuvent tous être vrais, mais il y a plusieurs méthodes. Moi, je vois le Feng Shui comme quelque chose un peu comme l'acupuncture. On a ça pour le corps, pour les flux d'énergie, pour donner de l'énergie, pour sentir mieux, pour faire partir des choses qui ne vont pas. Et le Feng Shui, c'est un peu comme l'acupuncture pour la maison, pour nous chez nous. On change des couleurs des rideaux, on change le flou. Et ça nous permet d'améliorer notre santé dans cet environnement physique, dans notre espace chez nous. Donc c'est un peu l'acupuncture de la maison, pour vraiment bien comprendre comment marche le Feng Shui. Oh, je trouve ça super, cette analogie, que ça peut parler aussi aux gens, ça. Ouais, maintenant quand je regarde autour de moi, je suis d'accord pour faire une bonne séance d'acupuncture à ma maison. Oui, tout à fait, parce que chez toi, on arrive à voir ce qui est négatif quand on est encombré. Et pareil, dans la médecine, on doit désencombrer. C'est pareil, c'est une pièce dans notre chambre où il y a des choses qui bloquent la porte et on ne peut pas ouvrir une porte. Donc, des choses commencent à être coincées. On n'a pas la clarté, la façon de penser. Si notre bureau est plein de choses, plein d'objets, parce qu'il n'y a pas de flou. L'acupuncture vient de la Chine, Feng Shui, ça vient de la Chine. C'est vraiment basé sur la même sorte de philosophie. Un livre de changement. Ça nous permet de changer avec les différents diagrammes, les différents schémas entre les membres de famille, les schémas, tous les schémas liés aux 5 éléments. Donc, on a le bois, le métal, le feu et la terre. On a ça aussi dans nos corps. On les a aussi chez nous, dans nos maisons. Donc, il faut trouver un équilibre de ces 5 éléments importants. Donc, ça donne un parfum au Feng Shui dans nos environnements.
Ah, c'est incroyable. Merci, Davina. Et en même temps, ça nous permet de savoir que tu as nommé les éléments principaux qui interviennent dans le Feng Shui. Davina, est-ce qu'il y a différentes manières de pratiquer le Feng Shui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait peut-être été mis à jour? Oui, si on regarde trop Feng Shui, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup d'écoles, il y a les anciennes maîtres chinoises qui vont calculer tout à la dernière millimètre. Si c'est pas tout aligné, c'est très compliqué. Mais si on pense à l'acupuncture, il y a des acupuncteurs très techniques, très précis, et puis d'autres qui sont un peu plus, qui marchent plus avec l'intuition, avec les points et les pouls. Et je pense que c'est pareil avec le Feng Shui. La plupart, en Chine, la plupart de Feng Shui était faite en fait avant la construction de quelque chose. C'était fait sur le terrain. On avait le maître de Feng Shui qui arrivait avant de construire. Donc à l'ouest, c'est surtout du Feng Shui rétrospectif. Donc la maison est déjà construite. Et souvent, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a eu quelque chose qui ne se passe pas comme il faut. Donc c'est là où on fait appel à quelqu'un en Feng Shui pour essayer de trouver les équilibres. Donc ça adapte, mais toutes bonnes pratiques doivent s'adapter. Regarde ce qu'on fait avec Covid. L'humanité est dans un système d'adaptation incroyable actuellement à cause de Covid. Il y a deux choses, il y a le changement et la mort. Ça, c'est les deux choses. Les choses vont changer et nous allons mourir. Ces deux choses, c'est sûr. Tout le reste, c'est flou. Ces deux choses, c'est les choses qui ne changent pas. Donc le Feng Shui, c'est comment gérer le changement. C'est très important qu'on ne pense pas comme le Feng Shui, comme quelque chose qu'on fait une fois et c'est fait. C'est une pratique vivante. Il ne faut pas spécialement faire des énormes changements tous les jours. Peut-être juste une vase de fleurs de bonne couleur sur le bureau au bon endroit ou de désencombrer quelque chose. Ça va changer les flux d'énergie. Et c'est des choses très simples qui peuvent changer l'environnement. Et c'est de laisser ces vents de changement passer. Si on n'a pas été bien, ou on a eu une dispute, ou il y a eu un truc atroce, et on ne sait pas quoi faire, il faut simplement des fois ouvrir toutes les fenêtres, toutes les portes, et laisser l'air, le vent du changement passer à travers. Et même ça peut nous donner le mouvement nécessaire afin de pouvoir prendre une grande respiration et de dire, même si ça paraît sans espoir, il y aura une nouvelle inspiration, une nouvelle idée qui va arriver, qui va donner la capacité de prendre un pas en avant. Si vous êtes coincé, va regarder un tiroir ou un placard qui a besoin d'être désencombré, rangé. De faire ça, de désencombrer, pour moi, c'est un acte sacré. On sait comment c'est, même quand on était tout petit ou adolescent, nos parents nous disaient « Rangez ta chambre !» C'est ce problème qu'on avait tous petits, mais c'est vraiment un outil très puissant au niveau du Feng Shui. De ranger ton espace, ce processus dur, ça peut faire des changements énormes. Davina, merci. Oui, c'est vrai qu'avec cette situation actuelle dans le monde, nous avons resté beaucoup plus à la maison. Nous devons rester à la maison et rentrer beaucoup plus tôt. En France, actuellement, on doit rentrer à la maison à 6 heures du soir. Tout le monde dans le monde, ou la plupart des gens dans le monde, nous sommes beaucoup plus longtemps à la maison avec nous-mêmes, avec d'autres membres de la famille. Et c'est pourquoi aussi c'est important que toi, en tant que master de Feng Shui, tu peux aussi partager tes connaissances avec nous, que nous, on peut apprendre de ça. Et qu'on peut avoir un effet sur notre maison actuellement pendant cette situation. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Sophie.
avec Covid, et je pense que ça devient de plus en plus important. L'Europe est de nouveau confinée, les gens doivent rester à la maison et les gens n'ont pas l'habitude de rester à la maison. Ils ont l'habitude de partir travailler, les enfants ont l'habitude de sortir, d'aller à l'école. Et maintenant, de nos jours, on vit dans des espaces plus petits et il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Et si on veut, la maison, chez nous, c'est une métaphore pour nous, pour soi. Et notre environnement reflète notre intérieur. Si on ne peut pas ranger chez nous, parce qu'on est tout le temps au bureau, là, c'est le moment de désencombrer chez soi et de vous trouver de la place pour vivre. Donc l'espace, on a plus de temps à la maison, on a du temps de faire ça. Comme dans notre corps, on pense, si on fait des choses, on doit penser que notre corps est un temple. Et c'est pareil pour la maison. Il faut que notre maison est un endroit sacré. Il faut que quand on rentre à la maison, on se sent bien, que quand on arrive, notre maison nous donne un grand câlin chaleureux. Et c'est différent pour chaque personne. Chaque personne aime un petit câlin rapide, d'autres qui te serrent trop fort, d'autres c'est tout en douceur, ça peut être... Il y a plein de sortes de câlins. Et là, malheureusement, on ne peut plus en ce moment avec Covid, donc il faut que nos maisons puissent nous câliner. Donc on regarde notre espace et on se dit, mais comment je peux changer des choses ici? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux bouger? Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux bouger dans mon espace pour que j'ai cette idée d'un câlin chaleureux et que j'ai créé un temple pour moi. Et je pense que c'est de plus en plus important parce que de plus en plus de monde travaille à la maison, qu'on trouve des endroits qui sont exprès, par exemple pour manger, un endroit désigné pour manger, un endroit pour travailler, un endroit. Il ne faut pas qu'on se trouve devant la télé, sur le canapé en train de manger. Il faut avoir un endroit où on peut allumer une petite bougie, un endroit où on peut prendre le temps de manger, nourrir notre corps. La bonne nourriture, l'air frais, l'exercice, c'est ça qui nous aide au niveau du système immunitaire. C'est très important. Je trouve que la famille qui mange ensemble reste ensemble. Je vois ça avec mon expérience de 30 ans où souvent je viens dans une maison où il y a un divorce, où il y a un problème. Et souvent dans ces maisons, on rentre, il n'y a pas un endroit pour s'asseoir et manger en famille. Ou s'il y a, ils ne l'utilisent pas. Ou il y a peut-être une énorme poutre qui coupe l'énergie au-dessus de cette table. Mais moi, je trouve que les familles qui mangent tous ensemble, c'est des familles qui restent bien ensemble. C'est le moment d'enlever le téléphone portable, de ne pas avoir des... Il ne faut pas qu'on perde cet art de la conversation. Oui, en effet, Davina, tu nous donnes beaucoup d'informations et que la maison nous fasse un câlin. C'est extraordinaire de le voir comme ça. Et il est dit que la maison a un esprit d'elle-même et même certaines personnes disent que la maison a une âme par elle-même. Et pour ta part, qu'est-ce que tu penses? C'est une expérience plus, est-ce que c'est un ressenti, une expérience? Comment tu penses, toi? Je ne sais pas si j'utiliserais le mot âme, je utiliserais bien le mot esprit. Je pense que chaque terrain, chaque maison a un esprit, sans doute. Ce qui nous donne cette sensation d'une énergie, une bonne énergie, une mauvaise énergie. On a un esprit de nos terrains et on peut l'incorporer dans notre langage. Nous l'avons dans notre... Je pense qu'on dit que les murs ont des oreilles. Peut-être parce que quelqu'un qui nous écoute de l'autre côté, mais il y a de la vérité. Il y a de la vérité dans ça. C'est cette lignée, le tree d'avant, l'histoire qui se répète.
Et l'histoire dans des endroits, ça se répète aussi. On le voit dans les rues principales d'une ville. On voit un magasin ou une entreprise. N'importe quelle entreprise le reprend, ça fait faillite à chaque fois. Parce qu'il y a cette histoire de faillite. C'est une empreinte qui est sur cet endroit. Et on va appeler cet esprit de l'endroit. Et jusqu'on arrive à le changer, à l'enlever, qu'il y aura ce même problème. Et c'est pour ça que les agents immobiliers ont du mal à vendre des maisons où il y a eu une mauvaise dette, divorce ou mort. Les agents immobiliers, ils n'ont peut-être pas un langage, mais ils le sentent. Ils trouvent, ils ressentent la tristesse, la perte de quelqu'un qui est parti. Et souvent, quand on change, on enlève, on encombre, là, on peut changer ça. Donc, quand tu me demandes, il faut construire une relation et je ne pense pas qu'une maison est juste des briques. Notre maison est en fait un esprit vivant. Elle parle peut-être moins que vous, mais vous commencez à parler à votre maison. Elle peut vous donner des informations. Comment faire une belle maison pour ma famille? Il y a de l'intuition qui va partir. Peut-être une amie va parler de quelque chose. Ou à la télé, on va voir quelque chose qui est parfait, une solution parfaite. Donc, il faut un engagement. Et la relation avec la maison et l'esprit de la maison, ça va devenir de plus en plus important et la maison va vous donner de plus en plus de câlins et va vous parler de plus en plus. Non, c'est merveilleux, merci. Et donc avoir plus d'engagement avec sa maison, avoir cette intention que l'on veut faire quelque chose, que l'on veut améliorer notre environnement pour nous-mêmes, pour les gens qu'on aime, et du coup d'écouter, d'être à l'écoute. Les meilleurs résultats viennent quand on allège, quand on enlève la lourdeur, on essaye d'alléger. C'est comme quand on discute avec une copine. Il faut « Salut ma maison, comment ça va ?» Moi, je caresse les murs de ma maison. Des fois, je dis « Comment ça va? T'as besoin de quoi? Tout va bien ?» Et c'est des petites choses, des petites conversations pendant la journée. Peut-être je dis « Ah, aujourd'hui, il faut que je trouve ça, ou que je nettoie ça, ou que je bouge ça. » C'est des petites choses. On peut parler. Ah, les enfants se disputent. Mais comment je peux le rendre plus paisible? Mais peut-être la maison va dire, pourquoi tu prends pas une belle table ronde? Comme ça, vous pouvez tous manger ensemble. Et bannir les téléphones portables, par exemple. Oui, ce sont des choses très écologiques, en effet. C'est aussi, du coup, une manière d'avoir une intention et d'avoir la clarté de ce que l'on veut vivre dans notre maison et comment aussi créer plus de limites qui nous permettent d'avoir un bon état d'esprit dans la maison. Oui, tout à fait, c'est les énergies. Et aussi, par exemple, est-ce que ta maison, est-ce que tu as froid? Est-ce que tu as une sensation que c'est froid? Qu'est-ce qu'on pourrait pour réchauffer? Est-ce que c'est dur? Comment on peut l'adoucir? Il y a ces équilibres aussi. Est-ce qu'il y a des courbes partout? Ça, c'est sympa. Ça mène à la créativité. Mais peut-être on a plus de structure, des choses un peu plus carrées pour être plus structurées. C'est vrai qu'on a vu que des bureaux qui sont ronds, les tables ovales, c'est bien pour une bonne conversation créative, mais c'est pas génial pour faire les comptes ou les impôts. Là, il vaut mieux un bureau qui est carré ou rectangulaire avec une structure pour aider à faire les impôts. Ça nous donne un peu plus de pression. Donc, si on pense aux devoirs des enfants, par exemple, ça serait mieux d'avoir un bureau un peu plus carré pour les aider à faire les devoirs comme il faut. Et mieux, bien sûr, que d'être sur les genoux. Oui, tout à fait. Les formes sont liées aux 5 éléments.
carré rectangulaire, c'est la terre. Quand c'est carré, c'est aussi la plante, les rochers, les plantes, les cristaux, les 4 murs de notre pièce. C'est pour ça que nos maisons, ils ont cet élément de la terre. Après, il y a de l'eau, c'est plus fluide. Ça peut être un aquarium ou ça peut être des choses organiques. Ça peut être des couleurs liées aux éléments. Le feu, ça peut être une bougie. Le feu, c'est très puissant. Un élément c'est toujours dire moins et mieux. On sait que quand on rentre dans une maison, un jour il fait froid, qu'il y a un feu aux cheminées, on va tous y aller. C'est très attrayant, mais le feu qui n'est pas contrôlé, ça peut détruire, comme un feu de forêt ou quelque chose comme ça. Donc, juste une bougie, ça suffit pour l'élément du feu. On allume une bougie pour le dîner ou on allume une bougie. Après, le bois, c'est génial pour grandir, pour planifier, pour grandir, pour aller vers le haut. Donc, par exemple, de faire pousser du bambou, ça va vite. Ça nous donne cette énergie du bois. Le métal, c'est souvent des formes rondes ou des arches, c'est moins des vagues. Mais l'or, l'argent, le cuivre et les couleurs de l'acier, ça nous donne quelque chose de défini, une énergie qui est importante. Donc de comprendre ces 5 éléments et les énergies de nos maisons, il faut peut-être pas toujours regarder les profondeurs de bien comprendre tout dans le Feng Shui. Il faut simplement faire tellement de choses. Tout le monde qui m'écoute, vous pouvez faire tellement de choses en parlant à la maison, en prenant la décision de dire qu'il y a une énergie vivante autour de soi à la maison. C'est votre temple créé. Par exemple, dans la salle de bain, ça peut être comme un spa, quelques belles serviettes de la même couleur, tout doux, des bougies autour de la baignoire, des fleurs, une plante, un joli tableau sur le mur. C'est très simple de transformer notre salle de bain dans quelque chose un peu plus comme un spa. Ah oui, je pense que moi aussi je vais y penser du coup. J'aime beaucoup ce que tu nous expliques parce que c'est très simple. Il y a des outils relativement simples. Et du coup, merci beaucoup, Davina. C'est vraiment engager la conversation avec notre maison et être à son écoute. Quand tu vas chez un client pour une première fois et que peut-être tu fais un test ou un diagnostic, est-ce que c'est surtout par rapport au Feng Shui que tu vas faire ce diagnostic? Oui, tout à fait. Le Feng Shui est lié au temps et l'espace. Il y a des délais pour commencer, pour finir. On a parlé du Journée internationale du Feng Shui. Donc tous les ans, il y a des changements qui arrivent. Ça s'appelle des étoiles volantes. C'est une école précise du Feng Shui, donc c'est un petit peu plus compliqué. Là, on va regarder dans les calculs un peu plus compliqués et ça bouge dans des directions différentes. Donc on a une étoile de guidance ou une étoile plus basse pour l'année. Donc pour faire ce genre de calcul, il faut un expert, quelqu'un qui est spécialisé. Mais vous pouvez regarder les changements Feng Shui. Cette année, par exemple, c'était le sud. Donc, c'était pas bien de construire dans le sud de la maison. Donc, il faut... Par exemple, si on parlait de ces zones danger,
il faut rester tranquille dans ces zones. Donc moi, par exemple, j'ai un ami qui est un expert en Feng Shui. Je ne vais pas lui citer parce qu'elle a fait une erreur, mais elle, en fait, c'est une super expert de Feng Shui. Mais dans sa sagesse, elle a décidé de faire une sorte d'expérimentation sur elle-même. Elle a voulu changer la cuisine. Dans l'année où la zone où se trouve sa cuisine, ce n'était pas le bon zone. Donc, ça fait au moins 4 ou 5 ans plus tard, cette cuisine est toujours pas faite. Tout ce qui devrait pas arriver est arrivé. Ah, donc ça veut dire qu'il y a un agenda pour pouvoir opérer dans notre maison. Oui. Si vous avez une rénovation à faire, il faut bien regarder. Le 4 février, ça change. Et là, il faut que vous regardiez ce qu'il faut éviter. Donc, c'est toujours autour du 4 février, début février, qu'il y a les dates. Ah, nous pourrons aussi mettre le lien du coup pour les gens pour pouvoir retrouver ces informations. Merci Davina, oui. Davina, est-ce qu'il y a certains critères quand tu vas dans un nouvel endroit en tant qu'experte en Feng Shui? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques qui... Des critères spécifiques, donc des spécificités. Est-ce qu'il y a une liste de contrôle, une liste d'éléments pour savoir, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Qu'est-ce qu'il y aurait besoin éventuellement de changer, de modifier? Est-ce que c'est une manière? Est-ce que c'est utiliser ton intuition? Non, c'est les deux. C'est l'intuition et les connaissances et l'expérience en fait. Donc c'est les 3 choses ensemble. J'utilise tous les sens en fait, tout ce que je vois. Si j'arrive pas à ouvrir une porte, c'est bloqué. Si je peux pas rentrer dans une pièce, il y a une chaise devant toi. La première chose que je fais quand j'arrive, c'est que je demande aux clients de me faire un petit tour de leur maison et je regarde et je note où est-ce qu'ils vont m'emmener en premier. Je regarde comment vont l'espace, comment est l'énergie, le flou. Et je sens, j'ai les odeurs. Dans chaque pièce, il y a des odeurs différentes, des choses qui changent. Et je vois ce que je ressens chez moi quand je rentre dans des différents espaces. Par exemple, on sent si quelque chose n'a pas été utilisé depuis longtemps, ça a un peu moisi ou une sensation un peu froid. On peut entendre aussi, on entend le langage du client. Par exemple, je peux parler d'un exemple il y a longtemps. C'était une femme qui m'a appelée, elle m'a montré sa maison. Alors je lui ai dit, raconte-moi l'histoire de cet espace. Et elle me disait, j'ai jamais de temps, je suis toujours tellement occupée, je suis surchargée, j'ai jamais assez de temps. Elle parlait tout le temps du temps. Et là, en plein milieu de sa maison, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des vieux sortes de calendriers avec des sortes de roues et on doit changer. C'est des calendriers universels. Il faut changer le roue pour changer la date. C'est un truc très vieux. Elle avait toute une collection, un peu des antiquités au milieu de sa maison. Et chaque calendrier avait une différente date. Et je me dis, mais voilà pourquoi tu n'as pas de temps. Le temps est complètement mélangé ici, tout est confus. Il y avait aussi sur les murs des horloges qui ne marchaient pas. Si tu as une horloge qui ne marche plus, ça va te coincer dans ton temps. Donc là, dans cette maison, les dates, le temps, c'était bizarre, c'était fou. Donc c'est très significatif, c'est important. Si dans les relations, il y a un problème, il faut regarder peut-être les tableaux sur les murs, surtout dans la chambre, dans les zones où il y a les problèmes de relations. La partie au sud-ouest, si on utilise le compas, ou si on arrive dans la porte principale, c'est tout en haut à droite de la maison. Regardez dans ces endroits
Est-ce qu'il y a un tigre féroce sur un tableau qui va peut-être être agressif? Ou est-ce qu'il y a des choses là où il y a par exemple la fer à repasser ou la télé ou une relation avec le télé au lieu d'être avec ton amoureux? Qu'est-ce que ça reflète dans tes relations? Pour moi, Feng Shui, c'est comme un rêve extérieur. Toi, tu sais, Sophie, c'est en interprétant les rêves qu'on s'est rencontrés. C'est là où on a ces métaphores, des signatures. Nos maisons, en fait, c'est un espace intime. C'est là où on se sent bien, où on peut s'exprimer. Et c'est ça qui est spécifique à la maison. On peut fermer la porte au monde et on peut être la personne qu'on est vraiment. C'est l'endroit où on se sent en sécurité. Et donc, on laisse beaucoup d'indices partout dans notre maison. Et c'est là que moi j'arrive et je peux lire ce genre de choses. C'est peut-être pas évident pour d'autres personnes. Mais quand on voit les gens, les maisons des gens, on voit un peu des rêves extérieurs de ces personnes. C'est comme, chez moi, c'est comme si j'ai eu des rêves. Et si j'étais dans un rêve, comment je l'interpréterais? Comment je le verrais? Qu'est-ce que ça me permet de comprendre? C'est une autre façon de regarder, par exemple, nos œuvres d'art sur le mur. Est-ce que ça nous donne du plaisir? Est-ce qu'il y a une belle histoire derrière cette œuvre d'art? Ou est-ce que c'est une histoire triste? Peut-être tu l'as acheté avec ton mari et maintenant vous n'êtes plus ensemble, mais il est encore sur le mur. Et ça te rappelle, peut-être pas, peut-être c'est dans une subconscience, mais c'est toujours là. C'est vraiment fascinant. Du coup, tout ce que nous avons dans nos maisons, notre fourniture, que ce soit nos objets, donc sont le reflet et ont un effet inconscient sur nous. Maintenant, on peut regarder autour de nous. Et pour ma part, je comprends qu'on peut aller un objet à la fois. Et comment est-ce qu'on se sent avec nos objets autour de nous? On peut faire ça très rapidement en termes d'avoir confiance avec nos connaissances, ce qu'on sait. Donc, par exemple, si on a plein de choses, plein de livres, plein de trucs, mais c'est rapide. C'est très rapide de faire ceci. On prend l'objet, on le prend dans nos mains et on pose la question à notre corps et on aura tout de suite la réponse. Si on a une énergie forte ou pas. Pourquoi garder des choses, sauf peut-être les papiers d'impôt, mais pourquoi garder des choses qui ne nous donnent pas une bonne énergie? Donc si cet objet, si ça monte l'énergie ou ça baisse l'énergie, si ça baisse, il faut plus le garder. Oh, c'est un très bon conseil, merci. Et je crois que ça va pouvoir inspirer beaucoup de gens à le prendre sérieusement. Et puis je vais le faire moi-même. L'autre chose qui est importante, c'est que souvent on a des antiquités ou des choses d'occasion. Comme nos maisons, ils ont une histoire, des objets aussi, ils ont des histoires. L'énergie ne disparaît pas, ça change de forme. Donc il y a des siècles de mains qui ont tenu un objet dans leurs mains. Donc ça a toujours été, par exemple, si on prend un meuble d'occasion ou un bijou d'occasion, c'est bien de le nettoyer. On peut utiliser de l'encens ou on peut le nettoyer ou on peut faire des applaudissements autour ou vraiment le nettoyer profondément pour enlever la vieille énergie. C'est encore un bon conseil, en effet. Et maintenant, tu as aussi mentionné des choses que l'on pourrait peut-être avoir achetées en deuxième main, comme on dit. Donc, ou c'est peut-être quelque chose qui nous a été offert. Ça peut être un bijou ou une photo. Il y a cette question, est-ce qu'il y a une relation? Quand tu es dans la maison de quelqu'un, est-ce que tu peux ressentir la relation entre les gens et leur généalogie? Par exemple, une maison de famille ou peut-être même pas une maison de famille.
La maison, du coup, est-ce qu'elle est reliée à l'histoire de la généalogie? C'est vrai, c'est une question très intéressante. Pour moi, oui, ça vient d'avant. C'est pas tout à fait lié à l'arbre généalogique de la lignée dont tu parles, mais c'est vrai que c'est une question de l'histoire qui se répète. Si les gens qui habitaient avant sont divorcés ou qu'ils ont eu des dettes, si cette maison n'est pas désencombrée de cette énergie, peut-être il y aura cette histoire qui se répète. On va retourner dans cette maison et on va se dire les personnes avant sont divorcées, les nouvelles propriétaires se divorcent et ça va se répéter. Donc je pense que souvent, les gens qui ont une maison de famille en héritage. Moi, j'ai une amie en ce moment, elle a hérité de la maison de sa maman. Elle l'a rénovée, elle l'a refait, c'est devenu vraiment leur maison de famille. Tout allait bien, mais maintenant, ces enfants, adolescents, ils sont en train de refléter, de refaire, de vivre les mêmes choses de ce qui s'est passé avec sa propre maman dans cette maison. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose, même si on a désencombré l'énergie d'avant, surtout quand c'est lié à la famille et les enfants. Et là, j'ai peut-être pas assez d'expérience. J'ai peut-être juste une maison. On n'est pas souvent invité à venir dans des maisons de noblesse, des maisons qui ont vraiment des résidences seigneuriales qui ont passé d'une génération à génération à génération. C'est vraiment là où on peut étudier ce sujet. J'ai eu l'expérience en Suisse, oui. Il y avait une énergie lourde de tout ce qui a été passé par les unions familiales et c'était pas une bonne histoire, c'était lourd. Par contre, la famille était tellement attachée, ils étaient rattachés à des choses qu'ils voulaient pas changer, ils voulaient pas changer les œuvres d'art des siècles. Mais on peut pas bouger tout ça, donc on peut pas non plus enlever l'ADN. Oui, c'est vraiment fascinant, en effet. Oui, on le voit également sur les terrains. Un endroit où il y a eu peut-être, par exemple, il y a un endroit en Angleterre où ils font beaucoup de fêtes, des événements. Donc, on peut aller dans cette résidence de noblesse et on le sent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on retourne dans l'histoire, cette grande maison a été construite grâce à l'argent de l'esclavage. Donc on le sent, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette énergie. Oui, donc on peut vraiment le ressentir, les histoires dans la maison. Et peut-être que parfois on n'en est pas conscient, mais on peut ressentir qu'on est mal à l'aise quelque part. C'est pas toujours facile d'ailleurs de mettre des mots sur ce qu'on ressent dans un endroit, dans un lieu. Davina, est-ce qu'il arrive que parfois il y a des gens d'autres lieux, par exemple qu'Angleterre, est-ce que tu as des gens qui travaillent avec toi d'autres pays et qui te font des demandes? Oui, si j'aurais pu voyager, je serais là en ce moment à Moscou. Mais malheureusement, je ne pouvais pas faire le voyage de Pérou à Moscou. Mais oui, j'ai travaillé beaucoup un peu partout, surtout en Europe, je dirais. Mais oui, pour la plupart de l'Europe. Et oui, et maintenant que nous sommes arrivés dans l'âge digital, est-ce que ça peut arriver que tu puisses faire une session de Feng Shui à distance? Oui, tout à fait. Et je le fais. Pendant ces 2 dernières années, en fait, c'est assez cher de faire un projet de Feng Shui. Donc, pour proposer quelque chose un petit peu moins onéreux, je peux demander aux clients de me faire visiter, de faire un tour de chez eux par Zoom. Je peux faire des choses, des petites choses, couleurs, de changer. Et j'ai eu des très bons résultats en visio. Et oui, comme j'ai dit, c'est moins onéreux pour faire un petit peu de Feng Shui. Et souvent, je désencombre à distance.
J'ai fait un appartement en France, en fait, pour une femme qui a eu beaucoup de problèmes avec ses constructeurs, ses ouvriers, et elle m'a demandé de faire une sorte de désencombrement d'un espace. Et elle a dit, mais je ne pensais pas que ça pourrait marcher. Elle ne voulait plus retourner à son appart. Les ouvriers avaient vraiment abîmé son appartement. Et tout d'un coup, ça allait mieux. Les ouvriers, ils ont s'excusé et tout allait mieux. Donc oui, ça peut marcher. Oh, c'est super. Alors, si vous aviez, comme tu travaillé avec une femme française, est-ce que tu parles français? Un petit peu. En fait, je suis allée à l'école où on était obligé d'apprendre le français à l'école. C'était notre deuxième langue. Et c'est parfois là, je me trouve au Pérou et j'essaye désespérément à maîtriser l'espagnol. Et en fait, c'est le français qui vient à l'esprit. Je crois qu'il y a quelque part dans nos cerveaux qu'on garde ces langues. Donc, je commence à reparler français. C'est pour ça que les gens français t'aiment autant. Non, mais je ne maîtrise pas très très bien le français. Dans mes gènes, il faut que je débloque les capacités langagières dans mon cerveau. Ça ne vient pas. Mais tu parles aussi des langages qu'on appellerait langages universels, notamment quand tu fais tes cercles, des cercles qui sont incroyables, hein, notamment chamaniques. Davina, je te pose encore une dernière question. Est-ce que c'est toujours d'accord? Alors, quand tu es allée l'année dernière dans la forêt amazonienne et tu as commencé à créer ce projet, est-ce que tu veux nous parler de ce projet? Sipapu. Alors, Sipapu, c'est un endroit incroyable. En fait, c'est bizarre. Tous de mes professeurs chamaniques enseignent Oscar, c'était le premier avec qui j'ai connecté. J'ai eu une connexion. Je n'ai pas travaillé tellement avec lui, mais je suis énormément ses traditions et j'ai suivi Dopendora après. C'était mon Puma. C'est plus mon mentor. J'ai travaillé avec son grand-père au départ. Et ah oui, Don Massimo. Puma, c'est mon ami chamanique. Et ils sont tous venus ici à Sipapu. Et c'est très bizarre que ce terrain est maintenant mon terrain. C'est à 3h30 de la village plus près. C'est vraiment particulier. C'est un peu un portillon. Ça vient un portail. Ça vient du cordon. C'est un peu un endroit non-retour. Et je sais que j'étais appelée d'être là, d'être une sorte de gardien sacré de cet endroit. Bien sûr, c'est notre entreprise aussi. On voulait faire une retraite. On a pu faire une retraite pour un groupe de Danois. Donc là, on est en train d'essayer de remodeler un petit peu. Là, en ce moment, j'utilise mes épargnes parce que j'ai pas de revenus. Il n'y a pas de gens il n'y a pas de retraite ou des formations où les gens peuvent venir. Donc, bien sûr, on n'est pas seul dans cette situation avec Covid. Mais je ne suis pas entièrement sûre où on va, mais il y a 47 hectares, une région, une biodiversité énorme. Par contre, je suis triste, c'est dommage, il y a une ville à côté où je pensais que c'était une zone de tourisme pour voir le jungle, pour voir les animaux. Donc le tourisme, je croyais que c'était là, mais malheureusement, il y a des mines, même dans les jardins. C'est une ville de mineurs parce que bien sûr, le prix de l'or a monté en flèche avec la situation actuelle. Donc cette ville, c'est comme si on était dans le rouet à l'or des années des Klondike. Donc on voit de plus en plus
cette énergie lourde qui vient de ça et on se sent un peu vulnérable d'essayer de garder cette petite 47 hectares de forêt. On veut le protéger. On ne veut pas que nous noyer nos arbres. Il faut qu'on les protège. Tout est fragile. C'est extraordinaire la nature ici. Si je parle de nos arbres, c'est le noyer du Brésil. Donc ces arbres ne poussent qu'ici, dans cette zone, ici au Brésil et là au Pérou, parce que l'arbre du noyer du Brésil ne peut être... Il y a juste une abeille qui peut faire la pollinisation avec sa langue, parce que cette abeille, elle ne peut survivre que quand il y a une seule orchidée, et cette orchidée ne vit que quand il y a le noyer de Brésil. Et c'est que ici. On peut essayer de les faire pousser ailleurs, mais ça ne marche pas. Et il y a seulement un animal, l'agouti, qui arrive à casser ces énormes noix de Brésil. En fait, les noix de Brésil sont à l'intérieur d'un autre coquille énorme et très dur. Donc, il faut qu'on essaye, c'est toute une procédure d'avoir des noix de Brésil. Mais c'est juste pour vous montrer cette vulnérabilité dans tout ce système, l'écosystème. Si on n'a pas les habits ni les orchidées, on n'aura pas les noyers de Brésil et les agoutis, les animaux que les gens mangent ici. Si on n'a pas assez, parce qu'ils ont été piégés ou mangés, donc naturellement, ils ne vont pas après, parce qu'ils ont des dents assez costauds pour casser le coquille où on trouve les noix de Brésil. Donc c'est juste tout ça pour vous montrer cette vulnérabilité, cette magie, cette situation. Donc c'est pour ça que je suis là. Et on regarde comment remodeler un peu, parce que c'est pas très stable. Donc la situation actuelle. Donc je ne sais pas, ça serait sympa, tout le monde me dit, oui, on va tous être vaccinés et ça va devenir normal, mais non, je ne pense pas. En fait, on a été nés pour faire face. C'est tout le monde, toutes les prévisions, c'est ça, il faut qu'on fasse, il faut qu'on arrive à surmonter ces changements. Et qu'on va en avant. Et nos choix collectifs sont tellement importants aujourd'hui. Il faut qu'on soit conscient comment rester connecté, comment garder nos valeurs, par exemple, ces mines ici qui ne sont pas illégaux, ils sont à 2 heures. Il y a, en fait, les mines, ça fait des cicatrices énormes si vous regardez avec Google Earth. Il y a beaucoup d'eau qu'ils utilisent avec le mercure pour trouver, c'est même pas c'est des flocons d'or qu'ils trouvent. C'est vraiment rien, mais ça fait une érosion importante et dangereuse pour l'Amazonie, pour notre forêt. Et surtout à la saison des pluies, on peut le regarder pousser, elle pousse à une allure, mais quand il y a les mineurs, plus rien peut pousser. Donc c'est pour ça, on ne peut plus cultiver, donc c'est affreux. Oui, c'est un peu désolant de pouvoir entendre cela. Oui, c'est super dur. On n'arrive pas à trouver les gens à travailler avec nous, avec la permaculture, parce qu'ils trouvent des travails où ils sont mieux payés avec les mineurs pour trouver les flocons d'or. Et les gens viennent ici pour faire fortune et puis disparaître. C'est ce genre d'endroit en termes d'énergie. Bien sûr, ils ne font pas faire fortune. Souvent, ils sont arnaqués. Et c'est seulement les gens ici. Il y a un peu de trafic de drogue. C'est pas un endroit où il y a beaucoup d'illégalité. Donc là, des fois, je pose la question, mais pourquoi je suis là? Et ouais, et encore, c'est vrai que tu es tellement courageuse. Bravo pour ton choix. Peut-être on peut aussi supporter ta mission en parlant.
Et donc, nous pouvons trouver tous les liens qui vont parler du projet sur ta page. Donc, sapapu, sapapu.com. Ça serait super si les gens pouvaient venir regarder sur le site sipapu.com. Donc, comme ça, vous pouvez sauver nos noyés de Brésil. Oui, et ça va nous permettre de pouvoir comprendre, ressentir tout ce que tu as partagé avec nous sur le Feng Shui, d'être avec la conscience que là où nous vivons, dans nos lieux de vie, nous avons cette possibilité d'avoir un effet et de voir aussi au sens plus large que l'effet que nous avons chez nous est aussi l'effet qui aura lieu à l'extérieur. Merci encore, Davina, et de nous avoir partagé avec nous des choses qui soient faciles à implémenter pour engager déjà du changement chez nous à l'intérieur qui aura un effet extérieur. Merci encore, Davina, vraiment. Merci Sophie, merci de m'avoir invitée. Yes, it's a great pleasure.